Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme ce surfeur victime d'une attaque de requin. Étonnamment, il survit grâce à l'intervention des dauphins. Ont-ils volontairement risqué leur vie pour sauver un humain? Ou cet adolescent d'à peine 50 kilos qui réalise l'impossible en soulevant une voiture pour sauver la vie de son oncle? Les humains ont-ils des forces brutes secrètes en réserve? C'est ce qu'on tentera de découvrir. La mort a-t-elle une odeur? Partout en Amérique, des animaux domestiques se font porteurs d'un funeste présage grâce à leur capacité à pressentir la mort. C'est bizarre, ou quoi? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Les humains entretiennent des relations complexes avec les autres espèces sur Terre. On évite certains animaux pour des raisons évidentes, comme les lions, les ours, et on entretient des liens privilégiés avec d'autres. Par exemple, le chien. On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Et si je vous disais qu'une autre espèce essayait de prendre sa place, une espèce prête à mettre sa vie en danger pour sauver la nôtre? Nous sommes à Monterey Bay, en Californie. Un surfeur vit une expérience si horrible qu'on pourrait la qualifier de cauchemar éveillé. Le 27 août 2007, Todd Andrews et Zane Hawley décident d'aller surfer quelques vagues. C'était une journée magnifique. On s'est dit que les conditions seraient idéales. On s'est mis à l'eau, Todd et moi. On s'amusait bien. On était dans l'eau depuis environ 45 minutes. Il était un peu moins de 11 heures du matin. J'ai pris une pause pour regarder un de mes amis surfer. Je venais de m'asseoir sur ma planche pour l'observer. Je relaxais en attendant mon tour. Puis, sorti tout droit de nulle part, un énorme requin blanc de 6 mètres attaque Todd, le saisit et le transperce de ses dents acérées. Il s'est rué sur moi et m'a attaqué violemment. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai entendu un cri épouvantable. Et j'ai vu le sang gicler dans tous les sens. J'ai attrapé ma planche in extremis pour grimper dessus. Je venais tout juste de me hisser sur ma planche quand le requin a répliqué et m'a pris en sandwich entre ma planche et sa mâchoire inférieure. Je me suis retrouvé coincé dans sa gueule de l'épaule à la cuisse. Il m'a saisi dans sa gueule et s'est mis à me secouer dans tous les sens, comme un chien avec un jouet en peluche. J'avais littéralement le corps scié en deux. J'avais le genou droit replié vers l'arrière, coincé dans sa gueule. Je me vidais littéralement de mon sang. J'étais affolé et mort de peur. Miraculeusement, on vient à sa rescousse.
Un banc de grands dauphins qui passait près de là intervient et attaque le requin meurtrier. Les dauphins étaient pratiquement frénétiques et se sont mis à donner des coups de nez aux requins pour l'éloigner. Ils donnaient des coups de queue sur l'eau pour éviter que le requin relance une attaque fatale. Les dauphins parviennent à éloigner le requin, mais Todd est gravement blessé. Puis, comme une apparition divine, une vague parfaite s'est brisée exactement à l'endroit où je me trouvais. Je ne sais pas par quel miracle j'ai trouvé l'énergie ou l'adrénaline, mais j'ai réussi à prendre cette vague. Quelques secondes plus tard, j'étais étendu sur le sable et tout autour de moi était couvert de sang. On essayait de rassurer Todd en lui disant que tout irait bien. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas vraiment. Je ne pensais pas qu'il s'en sortirait. Todd est emmené d'urgence à l'hôpital. Il faudra 500 points de suture et 200 agrafes pour refermer les gigantesques plaies. Étonnamment, il survit. Mon heure n'était pas venue. Une personne ou une puissance supérieure veillait sur moi. Elle a mis ses dauphins au bon endroit et au bon moment pour me sauver. Sans eux, ce requin m'aurait dévoré tout rond. Apparemment, les grands requins blancs attaquent leur victime une première fois et s'éloignent en attendant qu'elle se vide de son sang pour éviter les représailles. Les dauphins ont-ils réellement fait demi-tour pour protéger ce surfeur? Peut-être. Après tout, du temps d'Aristote, les dauphins étaient déjà reconnus comme les gardiens de la mer. Et l'histoire montre qu'ils ont déjà sauvé des humains de la noyade et guidé des bateaux égarés vers la terre ferme. C'est pourquoi on les aime tant. Mais est-ce vraiment réciproque? Les chercheurs croient que le dauphin est la deuxième créature la plus intelligente sur Terre et qu'il se compare à l'être humain sur ce plan. Mais ces super-héros de la mer ont-ils vraiment sauvé Todd intentionnellement? C'est du moins ce que croit Diana Reese, qui étudie les dauphins depuis près de 30 ans. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi risquer leur vie en côtoyant des requins? Et surtout, pourquoi risquer leur vie pour sauver quelqu'un? Ce n'est pas un parent ni un des leurs. Alors pourquoi avoir fait ça? Les recherches de Diana montrent que les dauphins sont extrêmement intelligents et possèdent même certaines qualités humaines. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont venus au secours de Todd. On voit ici que les dauphins ont la capacité de se reconnaître dans un miroir. Une capacité dont seules quelques espèces du royaume animal sont dotées, dont les éléphants, les chimpanzés et l'hippie d'Amérique. L'expérience de Diana Reese a été conçue pour voir si les dauphins arrivent à se reconnaître dans un miroir. Chez les humains, cette capacité se développe entre 18 et 24 mois, lorsque l'enfant commence à montrer les premiers signes d'empathie. Après avoir été marqué avec un feutre non toxique, le dauphin se dirige tout de suite vers le miroir qui est juste là. On lui a fait une marque sur la tête et on voit qu'il cherche à se regarder la tête. C'est un comportement très inusité pour un dauphin. Il regarde la marque, puis il s'éloigne pour voir son corps en entier. Il a compris ça aussi. Et maintenant, il se regarde et il tourne sur lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été enseigné. C'est venu de lui-même. Il se regarde et il tourne. Et encore une fois, cet animal sait pertinemment qu'il s'agit de sa réflexion. Ainsi, cette capacité des dauphins pourrait indiquer qu'ils ont une conscience de soi, comme les humains, et ressentent toute une gamme d'émotions humaines, y compris l'empathie. Je crois qu'ils sont capables d'éprouver de l'empathie, qu'ils peuvent ressentir la détresse des autres et qu'il s'agit d'un comportement intentionnel.
On sait que les dauphins sont très intelligents. Ils feraient preuve de compassion et d'autres qualités propres aux humains. Mais se pourrait-il qu'ils aient sauvé ce surfeur pour une toute autre raison? C'est peut-être tout simplement qu'ils détestent les requins? Thomas A. Jefferson est chercheur au Centre des sciences Southwest Fisheries de San Diego. Selon lui, bien que les dauphins puissent posséder des qualités humaines, ils sont loin d'être aussi adorables qu'on pourrait le croire. Le geste des dauphins aurait-il été déclenché par des pulsions beaucoup plus sinistres? L'image adorable que l'on se fait des dauphins est loin de refléter la réalité. De nombreux cas de blessures, voire des décès attribuables à des dauphins ont déjà été rapportés. En 1994, à Sao Paulo, au Brésil, un grand dauphin a tué un homme en état d'ébriété qui tentait de lui enfoncer un bâton dans les vents. Thomas Jefferson a en outre capté un événement troublant sur vidéo. Un troupeau de dauphins tuant un marsouin sans raison apparente. En effectuant des recherches sur les grands dauphins de Monterey Bay, on en a aperçu un petit groupe qui se comportait de façon inusitée. 3 dauphins se sont détachés d'un troupeau d'une douzaine d'individus, ont cerné le marsouin et le maintenaient sous l'eau pour éviter qu'il prenne la fuite vers le large. Ils ont finalement bondi sur lui et l'ont attaqué avec une telle agressivité qu'ils ont eu raison de lui. Étonnamment, on croit que ces dauphins étaient de jeunes mâles frustrés sexuellement, de qui les femelles du troupeau auraient refusé les avances et qui se seraient vengées sur ce pauvre marsouin. Cet accès de violence serait-il à l'origine de l'attaque contre le requin blanc? Les dauphins cherchaient-ils la bagarre? Ou le surfeur a-t-il eu la vie sauve pour une toute autre raison? Daniela Maldini est la fondatrice d'Okinis, un groupe de recherche sur les dauphins. Elle naviguait dans le secteur le lendemain de l'attaque. Elle croit voir une explication plus logique à ce qui s'est passé. Le 28 août 2007, on naviguait dans la baie à la recherche de dauphins dans le cadre de nos activités routinières pour prendre des photos et évaluer la situation cette journée-là. Plusieurs petits ont été observés au sein du troupeau de dauphins ce jour-là. Et Daniela Maldini croit que c'est pour les protéger que les dauphins ont attaqué le grand requin blanc. Le requin représentait un danger pour les petits. C'est un prédateur naturel du dauphin. À mon avis, ils auraient réagi exactement de la même façon si Todd n'avait pas été là. Mais pour Todd, il est clair que les dauphins l'ont sauvé par compassion. Les dauphins ont dévié de leur trajectoire pour me protéger. Je n'en ai pas le moindre doute. Ils ont formé une barrière entre le requin et moi, et je suis persuadé que c'était volontaire. Que les dauphins aient consciemment sauvé Todd par empathie, ou qu'ils aient simplement écouté leur instinct. Ce qui s'est réellement passé demeure un mystère complet. Bizarre, ou quoi? Non, 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 tout doux. Ça va. Tout le monde adore les animaux. Des millions de ménages dans le monde partagent l'amour des chats. Et plus encore, sont couverts de poils de chien. Fido ou Rex a beau occuper une place de choix dans votre cœur et à vos pieds. On envisage depuis longtemps la possibilité que nos amis à 4 pattes aient de sombres pouvoirs qui nous échappent. Selon la légende, les chiens noirs seraient annonciateurs de la mort. Au Moyen Âge, on associait les chats à la magie noire. On les a même soupçonnés de répandre la peste,
Ce qui a conduit au massacre de millions de ces pauvres bêtes. On ne croit plus depuis longtemps à ces superstitions. Mais ces mythes anciens auraient-ils un fond de vérité? Kenton, en Ohio. Au centre de soins palliatifs The Pines, surviennent des événements qui dépassent l'entendement. Il semble que le chien du centre de soins, un dénommé Scamp, ait des pouvoirs surnaturels, un sixième sens que l'aumônier Beth Neerman a vu à l'œuvre. J'étais venue voir un patient en phase terminale. Il était littéralement sur le point de mourir. Quand je suis arrivée, Scamp est venu à moi et s'est mis à japper, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a tout de suite conduite à la chambre de ce patient. J'étais abasourdie. L'infirmière en chef est tout aussi étonnée de constater que Scamp semble avoir le don de pressentir la mort. Je l'ai trouvé au pied du lit d'une dame en train de mourir, comme s'il avait voulu veiller sur elle. La situation s'est répétée à quelques reprises avant qu'on réalise qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il veut toujours savoir comment vont nos pensionnaires et il sait quand quelque chose ne va pas. Une de nos pensionnaires avait des hauts et des bas et Scamp connaissait la famille. Dès que son fils venait la visiter, Scamp allait l'accueillir en jappant lorsqu'elle n'allait pas, parfois même avant qu'on ne se rende compte qu'elle était mal en point. Providence, au Rhode Island. Au centre de soins Steerhouse, le chat Oscar semble avoir lui aussi le mystérieux pouvoir de prédire les derniers moments des pensionnaires. On a entendu dire qu'il allait au chevet des patients en train de mourir. Au début, on était très sceptiques et on n'y croyait pas vraiment. Mais après l'avoir vu à l'œuvre une fois, puis 2, 3 et 4 fois, on a commencé à croire que sa présence auprès d'un patient pouvait signifier qu'il allait bientôt mourir. Tout comme pour le chien Scamp, l'étrange faculté d'Oscar ne tient pas que du hasard, et les prédictions continuent de se réaliser. Oscar ne se trompe presque jamais. Pendant 1 an ou 2, il a prédit la mort de tous les patients décédés dans cette unité. Scamp a vu juste au moins une quarantaine de fois. J'avais commencé à compter, mais après un certain temps, je me suis dit que c'était assez. Nos pensionnaires ne réalisent pas que ce chat est capable de prédire la mort. Alors ils n'ont pas peur. La plupart d'entre eux n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. Ils sentent que le chat est dans la pièce, mais ils n'y accordent aucune importance. Les familles des patients sont très attentives à l'égard d'Oscar et l'invitent même à entrer. Les résidents et leurs familles l'adorent. Ils sont très à l'aise avec lui. Ils se sentent comme à la maison ici. Même si ce chien est capable de prédire la mort ou la maladie, tout le monde le trouve très rassurant. Minet, Minet, Minet. Minet, Minet. Récapitulons. Les animaux domestiques pourraient prédire la mort? Comment faut-il ça? Aurait-il une espèce de sixième sens? Ou utilise-t-il simplement les sens très aiguisés qu'ils possèdent déjà? Après tout, les chats et les chiens ont des centaines de millions de récepteurs olfactifs, de plus que nous. Les animaux pourraient-ils sentir notre dernier souffle? Alexandra Horowitz est spécialiste du comportement animal. Quand on se réveille, on observe le monde. Quand les chiens se réveillent, ils sentent le monde. C'est parce que les chiens ont environ 220 millions de récepteurs olfactifs dans le museau, comparativement à 5 millions chez les humains.
Prenez par exemple une rose. Pour moi, ce n'est qu'une fleur. Mais pour un chien, c'est aussi tous ceux qui l'ont manipulée et qui ont laissé leur odeur. Les odeurs traversent le temps. Elles indiquent qui est passé par où et quand. Plus les odeurs sont fortes, plus elles sont récentes. Une feuille qui se détache émet des odeurs, comme celles des insectes qui s'y sont posés et qui ont emporté d'autres odeurs avec eux. La sensibilité accrue des chiens leur permettrait-elle de sentir des processus internes du corps humain? Selon la recherche médicale de pointe, il semble que oui. Des chercheurs californiens ont entraîné des chiens à reconnaître l'haleine de patients atteints d'un cancer du sein ou des poumons. Ce ne sont là que quelques-unes des odeurs de maladies imperceptibles dégagées par le corps humain. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir ou que son corps se détériore, certaines odeurs se dégagent. Par exemple, à cause de la variation de concentration de l'acide dans les fluides, des cellules qui meurent ou d'une bactérie qui envahit le corps. Certaines odeurs précises pourraient être associées à la mort imminente, voire au décès en soi. Mais elles sont impossibles à détecter pour les humains. Outre un odorat très développé, les chiens, les chats et les autres mammifères ont un atout logé dans un minuscule organe, connu sous le nom d'organe de Jacobson. L'organe de Jacobson, qui n'est pas présent chez les humains, est extrêmement sensible aux phéromones, les messages chimiques que s'envoient les animaux entre eux. Il est tout à fait possible qu'en mourant, le corps dégage des hormones comme du cortisol, l'hormone du stress, ou de l'adrénaline en essayant de lutter contre la mort. Le chien arrive à le détecter grâce à l'organe de Jacobson. C'est plausible, mais une capacité étonnante à détecter les odeurs suffit-elle à expliquer comment le chat Oscar et le chien Scamp peuvent pressentir la mort d'une personne? Et si les animaux arrivaient à sentir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les odeurs? Les humains communiqueraient-ils sans le savoir de l'information aux animaux sur leur bien-être physique ou psychologique grâce à un langage non verbal auquel la science commence à peine à s'intéresser? Toronto, au Canada. Un chien nommé Boston a été entraîné pour réagir aux crises d'épilepsie de son maître, Andy Brooks. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Il semble que Boston ait développé la capacité de sentir les crises jusqu'à 40 minutes avant qu'elles se déclenchent. Boston essayait de me prévenir en gémissant et en aboyant. Je ne comprenais pas ce qui lui prenait, mais on aurait dit qu'il était en train de perdre la tête. Mais chaque fois que les neurologues contrôlent l'activité cérébrale d'Andy à l'approche d'une crise, ils confirment le diagnostic de Boston. Le docteur m'a examiné et il a conclu que je pouvais faire entièrement confiance à ce chien. Alors, on ne se quitte plus d'une semelle. J'ai encore des crises, mais il les détecte avant qu'elles surviennent. Les scientifiques écartent la possibilité qu'un chien puisse sentir un changement, aussi subtil soit-il, dans les impulsions électriques du cerveau humain. Alors, comment expliquer l'étrange capacité de Boston? Ian Ashworth est dresseur de chiens et directeur du programme de chiens guides du Canada. À son avis, les chiens perçoivent bien plus que les odeurs. Certains de nos chiens détectent les crises d'épilepsie sans qu'on les ait entraînés pour le faire, car on ne sait pas clairement ce qu'ils perçoivent. À mon avis, ils perçoivent des changements très subtils dans le langage corporel. Les chiens sont d'excellents interprètes du langage non verbal et ils perçoivent très bien les changements d'humeur et les intentions. On encourage donc nos clients dont le chien semble détecter les crises à développer cet aspect, au même titre que le reste de l'entraînement. Étonnamment, certains chiens arrivent à prévoir les crises 30, voire 45 minutes avant qu'elles surviennent.
C'est un avantage de taille pour quelqu'un qui a reçu son chien en guise de compagnon pour réagir en cas de crise, que de se retrouver avec un chien capable de prédire les crises. J'ai tendance à croire que les chiens perçoivent un léger changement de comportement auquel les humains ne portent pas attention, même chez un épileptique. On croit que le langage non verbal compte pour 60% de la communication chez les humains. On a rarement conscience de cette forme de dialogue, mais les chiens sont très attentifs à ces signaux et pourraient même y réagir. Un chien pourrait nous révéler une foule de renseignements sur nous. Par exemple, lorsqu'il nous sent la jambe. On ne perçoit pas ce geste comme une forme de communication, mais pour le chien, c'est un moyen de recueillir de l'information sur nous. Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Même si l'intention du chien n'est pas de nous transmettre de l'information sur notre jambe ou sur l'imminence d'une crise d'épilepsie, c'est ce qu'il fait. Les animaux comme Scamp et Oscar ont-ils la capacité de percevoir les signaux inconscients de leur maître? Il semble que oui. Mais avant de se faire une idée, examinons une autre théorie, pour le moins ésotérique. Peut-être que pour bien comprendre les chats, on devrait s'en remettre à des spécialistes autres que les médecins et les scientifiques, les sorcières. Elles sont reconnues pour leur relation particulière avec les chats, considérées comme des membres de la famille. Une sorcière pourrait-elle nous concocter une explication? Laurie Cabot est la sorcière officielle de Salem, au Massachusetts. Pour elle, le funeste don du chat Oscar n'a rien d'étonnant. Les chats ont beaucoup en commun avec les humains. Comme les humains, ils ont tous la capacité de devenir des voyants. Les chats peuvent-ils lire dans notre inconscient? C'est ce que croit Laurie Cabot, mais seulement si nos ondes cérébrales sont compatibles. Les ondes cérébrales se divisent en catégories distinctes, soit delta, theta, alpha et bêta. Les ondes bêta sont associées à l'état de veille, tandis que les deltas sont émises durant le sommeil. Les ondes alpha sont caractéristiques d'un état de détente, à mi-chemin entre la veille et le sommeil. Selon Mme Cabot, c'est dans cet état semi-conscient que nous avons le potentiel de communiquer avec les chats, qui se trouvent dans cet état la plupart du temps. Je crois que tous les chats ont le même don que Oscar. Il recueille de l'information sur l'aura et l'énergie des pensionnaires. Ils ont beaucoup de chance d'avoir Oscar pour les accompagner dans leur passage vers l'au-delà. Est-ce que le chat Oscar et le chien Scamp sentent l'approche imminente de la mort? Perçoivent-ils des signaux non-verbaux? Ou nos animaux de compagnie ont-ils un sixième sens qui leur permet de lire notre aura? Est-ce bizarre? Ou quoi? Un garçon de 50 kilos du Missouri défie les lois de la physique en soulevant une voiture pour sauver son oncle. Les humains ont-ils des forces secrètes en réserve? C'est ce qu'on a tenté de comprendre. Vous savez ce que j'aime des bandes dessinées? Elles relèvent de la pure fiction et font rêver. Prenez Hulk, par exemple. Un type tout à fait normal se transforme en un être doté d'une force surnaturelle lorsqu'il est en proie à des moments de stress intense. Et si c'était possible dans la réalité? Saint-Louis, au Missouri, en 2005. Jim McLean se prépare à remplacer le démarreur de son El Camino quand le creek cède sous le poids de la voiture. J'ai remplacé le vieux démarreur par le nouveau,
Et juste au moment où je resserrais le dernier écrou, j'ai vu le cric céder du coin de l'œil. Puis la voiture s'est écrasée sur ma poitrine. Coincé sous la voiture, Jim a plusieurs côtes cassées. Mais pire encore, il a les poumons comprimés et arrive à peine à respirer. Quand je criais à l'aide, ça faisait encore plus mal. Je pensais mourir, j'étais certain d'y passer. Je priais Dieu pour ne pas qu'il m'abandonne. Le neveu de Jim, Jack McLean, alors âgé de 14 ans, entend les cris de son oncle. J'ai entendu crier à l'aide, mais c'est quand j'ai vu mon oncle coincé sous la voiture que j'ai complètement paniqué. Jack sait que son oncle est à un cheveu de la mort. Mais il ne sait pas que son corps est sur le point de subir une incroyable transformation sous l'effet du stress. Je ne m'étais jamais senti comme ça avant. J'ai eu une sensation de nausée, puis j'ai couru vers la voiture et je me suis mis à la soulever. Pas une minute à perdre. Jack tente l'impossible. Soulever la voiture de près de 500 kilos pour sauver la vie de son oncle. Je n'ai pas réfléchi au poids de la voiture. Je devais tirer mon oncle de là. Je l'ai saisi juste là, sous le pare-choc, et j'ai commencé à la soulever. J'avais la drôle de sensation que je ne pouvais pas arrêter. Je le suppliais littéralement. 1 centimètre à la fois, Jack soulève la voiture pour libérer son oncle. Je n'ai jamais arrêté. J'ai puisé la force jusque dans mes orteils, dans tout mon corps. Il n'était pas question d'abandonner. Jack réussit à retenir la voiture assez longtemps pour permettre à son oncle de se dégager. C'est lui qui m'a sauvé. 10 secondes de plus sous cette voiture et j'étais mort à l'arrivée des secours. S'il n'avait pas eu la force de soulever cette voiture, c'était la fin. C'est une des plus belles journées de ma vie. J'ai sauvé mon oncle et j'ai fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Récapitulons. Un homme reste coincé sous une voiture et un garçon chétif le sauve sous le coup de la peur et devient un véritable héros par la même occasion. Pensez-y une minute. Il a soulevé l'avant de la voiture de quelques centimètres seulement. Mais le bloc moteur à lui seul doit faire près de 500 kilos. C'est incroyable. Autrement dit, Jack a levé l'équivalent du record mondial du soulevé de terre. Comment est-ce possible? Jack McLean est-il différent des autres? David Sandler est spécialiste en performance sportive et entraîneur d'athlètes professionnels depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, en quête de réponse, il mettra Jack McLean à l'épreuve. J'ai rencontré les meilleurs athlètes au monde, mais aucun n'a jamais sauvé de vie. Jack McLean, 14 ans, 50 kilos, un garçon chétif pris de panique qui soulève une voiture de 1500 kilos dont le bloc moteur à lui seul doit peser plus de 500 kilos. C'est une incroyable démonstration de force. Une démonstration de force dont tout le monde est capable. On croit que les humains n'utilisent que 65% de leur capacité musculaire au quotidien. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne motricité, de réaliser des tâches de précision et de faire preuve d'une endurance remarquable. Mais qu'en est-il des 35% restants? Selon David Sandler, cette force supplémentaire entre en jeu par un phénomène extraordinaire qu'il appelle la force surhumaine. La force surhumaine est la capacité de faire appel à tous les muscles de son corps pour réaliser une tâche en situation d'urgence. En sollicitant le moindre de ces muscles, on génère une force insoupçonnée et on réussit à faire l'impossible. Dès qu'il perçoit le danger, notre cerveau envoie un signal d'urgence à notre corps, provoquant une réaction dite de lutte ou de fuite. La glande surrénale sécrète des hormones qui stimulent le métabolisme. Le rythme cardiaque s'accélère. La pression sanguine monte en flèche. Le foie libère du glucose pour donner de l'énergie. La respiration s'accélère pour augmenter l'apport d'oxygène.
tandis que le sang se concentre dans les muscles en vue de fournir un effort surhumain. La peur nous pousse à réunir nos forces. Elle nous pousse à générer des forces et elle nous pousse à lutter. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, David a conçu une expérience grâce à un logiciel de rétroaction biologique. Le système est relié à un banc de musculation pour recueillir de l'information. Jack ne se doute pas que David prévoit le surprendre et lui faire peur afin de provoquer une véritable réaction de force surhumaine. Une question me chicote. Si je comprends bien, d'après cette théorie, j'aurai la possibilité de faire appel à l'action coordonnée des fibres de mes 640 muscles, afin qu'ils unissent leurs efforts pour atteindre leur plein potentiel et génèrent une force dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Alors, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ce pont? Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Pourquoi avons-nous accès à ces forces qui sommeillent en nous seulement en situation d'extrême urgence? Pourquoi pas sur demande? Pour comprendre, revenons un peu sur notre évolution. Voyons ce qu'en pense Lawrence Gonzalez. Selon lui, on ne peut se changer en surhomme sur commande, car on réfléchit trop. Pour lui, la réaction physiologique déclenchée par les hormones n'est qu'une partie de la réponse. L'explication tiendrait à la rationalisation des situations extrêmes par le cerveau. Si un de nos proches reste coincé sous une voiture, on se précipitera pour soulever la voiture sans même s'arrêter pour y réfléchir. C'est là la clé. Si on s'arrête pour y penser, on ne sera pas si fort. Cette réflexion fait appel à une partie du cerveau appelée le néocortex. Le néocortex est l'enveloppe extérieure du cerveau qui joue un rôle clé dans l'état de conscience, le langage, la raison et la logique, des caractéristiques importantes qui font de nous des humains. Mais selon M. Gonzalez, le néocortex agit aussi comme un régulateur de vitesse qui nous fait réfléchir et contrôle nos instincts primaires. Le fait de réfléchir nous rend donc plus faibles, en nous empêchant d'optimiser notre potentiel. Une théorie appuyée, selon M. Gonzalez, par la force physique des chimpanzés. La mécanique des articulations, la configuration des muscles et leur composition chimique sont les mêmes que chez les humains. Mais les chimpanzés tirent avantage de tout ça en tout temps. Un chimpanzé moyen est plus fort et saute plus haut qu'un athlète de haut niveau. Selon M. Gonzalez, c'est notamment parce que le néocortex des chimpanzés est beaucoup moins développé que celui des humains. Comparativement aux humains, leurs instincts émotionnels ne sont pas aussi limités. Ils agissent sans réfléchir et peuvent faire appel à leur plein potentiel musculaire à tout moment. Jack McLean n'aurait-il tout simplement pas réfléchi et désobéi aux ordres de son néocortex? Je ne me suis jamais arrêté pour réfléchir. Il fallait agir. Peut-être bien. La science a de bien belles théories pour expliquer nos réactions en situation d'urgence, mais elle n'a pas réponse à tout. Prenez l'explorateur, Sir Ernest Shackleton, un de mes héros. Lui et 3 compagnons ont survécu à des semaines de marche dans l'Antarctique en mangeant seulement un biscuit par jour. À quoi attribue-t-il sa survie? À une réponse physiologique générant une plus grande endurance? Non. Shackleton s'en remettait à la présence rassurante des anges qui ont veillé sur lui. Jack McLean aurait-il eu un coup de pouce de l'au-delà? C'est ce qu'il croit. Je porte toujours la croix et j'ai Jésus tatoué sur le cœur depuis de nombreuses années. Je ne serais pas étonné que mon grand-père, John Jack McLean, ait veillé sur nous.
Que s'est-il vraiment passé? L'auteur John Geiger s'intéresse aux réactions des personnes qui ont surmonté des obstacles physiques en apparence insurmontables, ce qu'il appelle le phénomène du troisième homme. Il s'agit du sentiment qu'un être invisible ou une présence intervient en notre faveur en situation de vie ou de mort. Difficile de comprendre comment un adolescent maigrichon a pu faire quelque chose que 20 hommes n'auraient pas réussi en temps normal. Je ne vois pas ce que c'est, sinon un miracle. Impossible de prouver cette théorie. Mais le spécialiste en performance sportive David Sandler croit avoir une explication plus terre-à-terre au geste héroïque de Jack McLean. Il croit que cette prouesse est le résultat de la force surhumaine, une réaction biologique déclenchée par la peur. Pour le prouver, il a fait venir le jeune Jack au gymnase. Tu vois toutes les données, Jen? Jack soulève des poids pour permettre à David de recueillir des données sur le fonctionnement de ses muscles en situation normale. En fait, David s'apprête à provoquer un petit accident contrôlé pour déclencher une réaction de peur chez Jack. Révélera-t-il ses super pouvoirs? Ça y est, je crois qu'on peut y aller. Tout ça pour ça? Jack a l'air très calme. Mais l'incident a-t-il provoqué une réaction de force surhumaine de la part des muscles? Quand la barre est tombée, je l'ai arrêtée pour éviter qu'elle tombe sur moi. Puis mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai eu un peu peur au début. Voyons tout d'abord le rythme cardiaque. Il est passé instantanément de 70 à 150 battements la minute. Ta respiration a accéléré considérablement. Elle est passée à 27 par minute, presque sur le coup. Alors encore ici, c'est tout un écart. L'adrénaline, le rythme cardiaque et la respiration, tout s'accélère. C'est génial. Mais l'activité musculaire est encore plus intéressante. Ici, tu suivais le mouvement de la barre, tu vois? On voit que tes muscles se préparent. Voyons maintenant ce qui se passe quand j'ai laissé tomber la barre. Juste ici, tu vois? L'activité musculaire est beaucoup plus intense quand tu arrêtes la barre. Au début, tu montais et descendais la barre, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand la barre est tombée, t'as paniqué et fait tout ce que tu as pu pour l'arrêter. L'expérience montre comment un événement inattendu peut déclencher une réaction de peur et provoquer une réaction de force surhumaine. Mais l'expérience du gymnaste n'est rien comparativement à ce jour de 2005 où un adolescent d'à peine 50 kilos a réussi à soulever une voiture pour dégager son oncle coincé sous le véhicule. C'est bizarre ou quoi? Voilà 3 mystères et des théories encore plus étonnantes pour les expliquer. Un surfeur attaqué par un grand requin blanc, sauvé par les dauphins. Sont-ils venus à son secours par compassion ou par simple accès de rage? Ont-ils agi par instinct? Des chiens et des chats capables de prédire la mort d'êtres humains. La mort a-t-elle une odeur? Détectent-ils une forme de langage non verbal? Ou ont-ils des pouvoirs surnaturels? Un adolescent chétif réalise l'impossible. Il soulève une voiture pour sauver son oncle d'une mort certaine. Cette force surhumaine est-elle le fruit de la peur? Ou Jack McLean a-t-il un ange gardien? À vous de juger. À la prochaine. Pour 3 nouvelles histoires, plus bizarres les unes que les autres.